Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Écopole diffusée chaque mercredi aux environs de 22 h et la rediffusion c'est le jeudi cette fois-ci, mais à 11 h, toujours sur la même chaîne, la télé Vérité. Nous avons l'habitude de parler de la République démocratique du Congo, mais dans le sens positif. Qu'est-ce que nous devons faire pour permettre aux uns aux autres d'aller de l'avant, toujours pour l'avancée et la bonne marche de la République démocratique du Congo. Je dis merci à l'équipe technique, à Freddy Takidi, merci à Gaëtan, merci à tous les internautes qui nous suivent depuis à travers le monde, aux États-Unis, en Belgique, à Londres, à Mike Sassa, je veux dire merci. Michael Sassa, merci pour la confiance et à tous ceux qui nous suivent aussi au niveau de l'intérieur. Ce soir, je reçois une personnalité, un monsieur qui est déjà passé ici dans cette émission plus d'une fois. Nous allons parler de l'actualité au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Le chef des travaux, Toubi Mwanza, est l'invité de cette émission avec qui nous allons échanger pendant quelques minutes. Monsieur Toubi, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, messieurs les journalistes, je vais très bien par la grâce de Dieu. C'est vraiment un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci. Parce qu'à chaque fois, j'ai toujours beaucoup d'appels. C'est le temps peut-être qui nous fait défaut, mais aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir sur un peu l'enseignement. Je rappelle que vous êtes chef des travaux et psychologue. Chercheur aussi. Et chercheur aussi, voilà. Merci. 3 ans après l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, précisément 3 ans et demi, est-ce qu'il y a eu des avancées sur le plan de l'enseignement supérieur? Merci pour la question, messieurs les journalistes. 3 ans après l'avènement du président Félix au pouvoir, souvenez-vous, au début de son mandat, il a fréquenté certaines universités, il a annoncé des histoires qui ont réjoui les cœurs des étudiants. C'est pour dire qu'il avait l'intention de faire quelque chose. Yeah. Certainement, il a l'intention de faire quelque chose. Le problème peut-être se pose au niveau de la manière auquel l'application se pose. Donc l'intention pourra être là, il pouvait être là. C'est la manière de réaliser ce qu'on pense réaliser. Ou peut-être le casting des personnes à qui il a fait confiance aussi. Vous savez, messieurs les journalistes, le chef a l'intention... Là, je parle plus des ministres, en fait, qui ont succédé pendant le mandat de M. Félix. Exactement. Le président a l'intention de faire du bien. Mais il faut que l'assistance aussi l'aide. L'entourage aussi. L'entourage aussi l'aide. Il a besoin, il ne peut pas tout faire. Le président ne peut pas gérer de lui seul l'université, non. Il ne peut pas être même moi le ministre, le président l'appelé ministre. Donc, nos frères et sœurs qui jouent d'autres rôles auxquels le président leur a confié, ils ont la responsabilité, évidemment, de l'aider. Donc là, 3 ans après, on peut dire que les éléments des intentions existent. L'intention de bien faire existe. Ouais. J'ai dit au début que vous étiez chercheur et psychologue. Avant d'aller dans le vif du sujet, il y a quand même cet aspect des choses, psychologue. Actuellement, au niveau de l'extérieur, c'est parmi les branches qui interviennent le plus au niveau de l'enseignement, même dans la vie quotidienne des gens. Ici, ce n'est pas vraiment exploité. Est-ce que vous pensez que la psychologie peut aussi prendre une grande place au niveau de l'enseignement actuellement en République démocratique du Congo? Ah, mais messieurs les journalistes, vous êtes formidables. Vous savez, la psychologie, c'est une science de la vie. Quand on l'appelle sciences humaines, c'est une science de la vie. En fait, là où 2 ou 3 personnes sont réunies, la psychologie doit être là et doit être prêchée et enseignée. Mais il vient de se poser un problème de scandale scientifique en RDC par rapport à l'élaboration du programme d'enseignement au niveau de L1 à l'enseignement supérieur universitaire. Nos amis qui sont allés concevoir le programme de l'enseignement, ils ont inventé une matière, un cours qu'ils ont appelé initiation à la nouvelle citoyenneté. Quelle confusion! Quelle confusion dans quel sens? Très bien, messieurs, suivez-moi, s'il te plaît, accordez-moi le temps. Quelle confusion! Quand on fait le travail, le savoir qu'on exige, c'est le savoir-être, qui est pratiquement un ensemble d'attitudes, de comportements, de réactions que l'homme affiche pendant
qu'il fait son travail, Ok. les savoir-être. Et la matière scientifique qui accompagne l'homme dans la pratique de sa profession, de son métier, s'appelle psychologie. Parce que la psychologie vous apprend le comportement de l'homme, c'est-à-dire comment l'homme se comporte dans des différents milieux, dans des milieux professionnels. Comment il réagit Comment l'homme face aux situations. réagit, quelle attitude. Vous êtes en train de faire votre travail et au même moment, vous devez adopter quelle attitude. La science qui apprend aux gens de telles notions s'appelle la psychologie et non l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Je vous dis, C'est là la différence. mon frère, je vous dis, c'est un scandale scientifique. Regardez, vous m'avez posé la question dès l'entrée des Jeux. Est-ce que 3 ans après le président de la République, est-ce que on sent les effets de son travail par rapport... S'il y a un changement. S'il y a un changement. Mais mon frère, regardez, je vous ai dit, le président a de bonnes intentions. Mais si les Congolais qui vont se réunir, par exemple, pour élaborer les programmes d'enseignement national, ils ne sont pas à la hauteur. Regardez, je suis certifié, moi qui vous parle, votre frère, le chef de travaux Mwanza, est psychologue, chercheur, et expert certifié par les Japonais, l'école japonaise, en matière d'élaboration de programmes, mon frère. Voilà pourquoi ceux qui connaissent les choses, ceux qui me connaissent, ils savent que quand Mwanza parle de savoir-être, on ne peut pas parler de l'initiation à la nouvelle citoyenneté en licence. En licence, on doit apprendre aux gens la psychologie, c'est-à-dire, on est dans le savoir-être. Comprenez, mon frère, que Je vous suis. là où l'homme travaille, il doit adopter des attitudes liées à la pratique de sa profession. Mais ces histoires d'initiation à la nouvelle citoyenneté, c'est à l'école primaire, à l'école fondamentale. On apprend pratiquement Or, aujourd'hui, avec les systèmes licence, master, doctorat, alias LMD, première licence, c'est-à-dire que vous devez apprendre à l'étudiant les notions fondamentales de la psychologie qui vont préparer à l'étudiant à adopter des attitudes, à apprendre les attitudes, à appliquer dans la société. appliquer dans la pratique quand il y aura à faire son travail dans la société. Mais messieurs les journalistes, j'ai peur. Où va la science en RDC? Et nous, scientifiques et congolais, je crains et je voulais dire tout simplement que nous risquons, si on continue comme ça, en RDC, la science risque de ne plus jamais être au service de la société. Et c'est dangereux. Mais le président de la République, il est innocent dans ces matières. Qu'est-ce qu'il va faire? Il pense que vous présentez devant le président de la République, je suis docteur, professeur d'université. Le président vous fait confiance. Il suppose que quand on vous dit, vous vous appelez docteur, professeur d'université, il ne peut pas vous remettre en cause. Mais regardez ce que vous faites. Vous remettez vous-même en cause. Chez les travaux, Toubi Mwanza, vous avez évoqué quelque chose d'assez important. Vous avez dit que vous avez travaillé avec les Japonais. J'imagine, je crois qu'avec le programme, la fondation JICA. Mais aujourd'hui, quand on regarde un peu l'Asie, le Japon, la Chine, c'est des gens qui ont su calquer leur formation, leur programme en fonction de leur culture, en fonction de leurs connaissances. Ce qui fait que leur façon de voir est un peu différente des Européens, même sur le plan historique, même sur le plan éducationnel. Est-ce qu'il n'y a pas moyen ici, en pays démocratique du Congo, que nous puissions réfléchir sur un programme adapté aux besoins culturels, historiques, même politiques, bien élaborés, qui peut permettre d'avoir des gens, pas des robots, qui ont l'habitude de réciter l'histoire de Napoléon, mais des gens qui réfléchissent pour le développement de la République démocratique du Congo. C'est que c'est assez profond, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir sur ça? Messieurs les journalistes, la question est extrêmement géniale, dans la mesure où, l'autre fois, je crois, dans votre émission, je vous avais rappelé que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, notre système n'a pas changé. Le système d'enseignement que nous avons tous connu n'a pas changé.
Au même moment, le monde a connu une forme de révolution industrielle, révolution technologique. En Europe, en Asie, en Amérique, peut-être à travers le monde, la technologie a sensiblement évolué. Et nous, là, en RDC, en Afrique, si on ne fait pas attention, nos enfants à nous risqueront d'être esclaves. Très important. Des enfants des Européens, des Américains, des Asiatiques et consorts. Pourquoi? Parce que nous risquerons d'avoir, nous avons risqué d'avoir une tendance archaïque qui n'évolue pas, pendant que le monde a pris une autre vitesse. Voilà pourquoi. Une autre dimension. Voilà pourquoi une autre dimension. Voilà pourquoi, messieurs les journalistes, ce que vous dites là est vrai. C'est-à-dire qu'il y a possibilité qu'on adapte les savoirs. Les savoir-faire, les savoirs savants des Congolais doivent s'adapter aux réalités. Je donne un exemple. Allez-y. Je prends la leçon d'histoire et de géographie. Les enfants congolais connaissent Napoléon Bonaparte, Hitler. Mais quand vous posez la question aux enfants congolais, qui est Simo Kimbangu Ou Kimpavita. ou Kimpavita, les enfants ne connaissent pas l'histoire congolaise. Okay, Et pourtant, c'est des gens qui ont bâti, qui ont façonné la République. J'arrive, messieurs les journalistes. Ici dans le pays, nous avons des professeurs, des historiens, des renommés. Je cite en passant, il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Mais je le connais à travers ses œuvres. Le professeur Isidore Ndaïwel. Ouais. Ces messieurs-là et les autres, ils ont la responsabilité, par exemple, d'écrire la vraie histoire du Congo. La responsabilité intellectuelle. Ils ont la responsabilité intellectuelle et scientifique, messieurs les journalistes, d'écrire la vraie histoire et d'élaborer les référentiels, d'élaborer la documentation pédagogique appropriée, adaptée à notre réalité, aux réalités de notre société. Mais regardez au moment où vous me recevez dans votre plateau. Mais attends, sans pour autant vous couper, M. Tobi Mwanza. Mais l'impulsion doit venir des politiques. Ce souci-là, cette envie, et c'est à ce moment qu'on va consulter les scientifiques pour apporter des changements. Mais quand les politiques ne donnent pas l'envie, ils ne donnent pas les moyens aussi, eh bien les scientifiques qui sont là, ils font avec les moyens de bord et ils se limitent là. C'est aussi l'impulsion qui vient des politiques. Mais c'est les journalistes, c'est très important. Vous avez tout à fait raison. Regardez. Je disais, il faut adapter les choses. Si vous posez la question à un enfant congolais, quelle est la capitale de Chili? Chili. L'enfant rapidement, sans hésitation, il sait vous orienter. Il va vous dire, c'est pas Santiago, c'est pas quoi. Vous comprenez? Mais si vous posez à l'enfant congolais, même les étudiants à L1, vous lui posez la question, quel est le chef-lieu de la nouvelle province du Nord Ubangi? Par exemple. À l'université, je vous en prie, il va échouer. Voilà pourquoi il faut réformer toutes ces histoires géographiques. Donc, il faut prendre les choses par rapport aux réalités. Vous prenez par exemple la leçon de géographie, vous insérez les données de l'environnement. Yeah. Aujourd'hui, très important. La RDC dans notre pays est présentée comme une solution en matière de l'environnement. Mais ce sont des matières que nos enfants devraient apprendre à l'enseignement fondamental en passant peut-être par les secondaires. Mais regardez, nos amis qui sont à l'EPST chargés d'élaborer le programme. Mais je ne sais pas. En tout cas, ils ont leur tête où? C'est ça ce que j'ai dit. Je vous ai dit, messieurs les journalistes, quand j'ai dit, la science risque, en RDC, la science risque de ne pas être au service de la nation. Mais quand je parle à l'émission, je suis à la télévision. Mais les gens qui m'écoutent, les scientifiques, risquent d'avoir l'impression comme si je ne dis rien. Mais je suis en train de dire quelque chose. De très profond aussi. Bon, heureusement, vous le comprenez, messieurs les journalistes. Mais le monde des scientifiques qui m'écoutent, les oreilles scientifiques qui m'écoutent, ils s'en foutent, hein, parce qu'ils bouffent l'argent avec la politique. Regardez, la science est une lampe pour la politique. C'est la science qui doit éclairer la politique. Les politiques.
Et non les politiques éclairer la science. La science doit donner la matière à la politique. Voilà pourquoi il existe tout un service qui s'occupe de la recherche scientifique. Pour votre information, peut-être en passant, la recherche scientifique n'est pas seulement le service ou ministère de la recherche. Vous allez à la présidence, vous trouverez un département conseiller chargé de la recherche scientifique. Mais quand nous parlons, mais il s'en fout tout ce monde-là. Et pourtant, celui qui parle là, c'est un expert. Ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, mais je vous dis, c'est gravissime. Je vous dis, c'est un séisme scientifique en matière de l'éducation. Très dangereux. Et c'est dangereux. Et personne, je vous dis, personne ne fait attention. Je vous ai parlé même de la manière auquel l'élaboration du programme est faite. C'est dangereux. L'élaboration du programme, messieurs les journalistes, excusez-moi, accordez-moi quelques secondes, je vous dis. Allez-y. Tient compte des 3 savoirs. Les savoirs savants, les savoir-faire et les savoir-être. Quand vous élaborez les programmes dans le nouveau système que le gouvernement vient d'imposer à la République, à travers le ministère de l'Essula, nécessitera à ce que vous classifiez quels sont les cours ou les matières à tendance qui donnent l'information sur la connaissance générale sur le métier. Deuxième catégorie, la pratique professionnelle, les savoir-faire, qui apprend quels sont les cours qui nécessitent directement des extrêmes pratiques professionnelles pour s'assurer de la qualification professionnelle du savoir-faire. Très important. Troisième catégorie, troisième savoir, les savoir-être, qui devraient être menés par les cours de psychologie, c'est-à-dire quels sont les cours qui a tendance, qui apprend comment se comporter, qui apprend quelle attitude adopter, comment adopter les attitudes quand on est en plein travail. Ce sont ces 3 catégories de savoir qui déterminent la compétence à qualifier, le métier à qualifier. Mais regardez, je suis dans la joie de vous informer que tous ces gens-là, ils sont passés à côté. Ils ont agi à la marge du vrai. Mais ils s'entêtent. Ils s'entêtent. Alors, parce qu'ils s'entêtent, je réclame un débat. Écoutez, messieurs les journalistes, je réclame un débat scientifique. Avec les costauds scientifiques. Les concernés. Je dis bien les costauds. Si dans les concernés, si ceux qui élaborent le programme, ils pensent qu'ils sont costauds, moi je réclame un débat. Un débat scientifique. De manière claire. De manière claire. Comme ça, même le président de la République va découvrir. Le premier ministre va découvrir qui détient le vrai. C'est un grand mensonge autour des élections. Qui induit le président, le gouvernement et les pays en erreur. Regardez, est-ce que vous savez que les amis nous ont plongé dans un circuit d'erreur, un cycle d'erreur qui part. Un conseiller qui induit le ministre en erreur. Le ministre à son tour va induire le premier ministre en erreur. Finalement, le premier ministre, chef du gouvernement à son tour, par ses propositions, va induire le chef de l'État en erreur. Et finalement, c'est le chef de l'État qui a fait confiance à tout le monde. Finalement, il subit les coups de tout. Il subit les humiliations, des critiques inutiles, tout ça. Tout simplement parce qu'il y a quelque part un groupe qui se sont organisés pour apporter des mensonges, les mensonges qui remontent, qui finalement deviennent... Qui détruit tout un système. Mais qui détruit tout ça. C'est le système éducatif tout entier qui est détruit. Je rappelle que vous êtes bel et bien dans votre émission Ecopole diffusée chaque mercredi aux environs de 22h. Et la rediffusion, c'est le jeudi à 11h, toujours sur la même chaîne. Aux internautes qui nous suivent à partir de Paris, en France, de Londres, UK, au Danemark, au Finlande, aux États-Unis, nous vous disons merci pour la confiance et nous sommes là pour essayer de trouver des solutions au problème de la République démocratique du Congo. Il s'appelle M. Toubi Mwanza, il est chef de travaux et puis il est chercheur, psychologue ici en République démocratique du Congo. Vous avez prédit pratiquement le mauvais lancement du système LMD. C'est vrai que nous avons quand même des bâtiments ici, nous avons quand même, au-delà de tout ce qu'on peut décrire, la crème intellectuelle. Mais comment vous avez su que ce projet ne va pas aller loin? Aujourd'hui, il y a des problèmes. Avant de prendre la grève qui continue, et qu'est-ce qui ne va pas au niveau de l'enseignement supérieur?
Merci, monsieur le journaliste. C'est vrai que j'ai fait la prédiction. C'est-à-dire que j'ai annoncé l'avenir de ces projets en RDC, les conséquences négatives. Je l'ai prédit. Merci beaucoup pour la reconnaissance. Je me suis basé, messieurs les journalistes, sur certains éléments scientifiques démontrables, prouvables. Je me suis basé sur le manque de planification. Le manque de planification. Messieurs les journalistes, nous sommes dans un système de PDCA. Le PDCA, c'est un système qui rassure l'amélioration d'un système ou d'un système de travail. Dans le PDCA, vous trouvez la planification, la mise en œuvre, l'évaluation et l'amélioration. Parce que vous pensez qu'il faut introduire un nouveau système. Alors il faut planifier, mais c'est peut-être il veut s'adapter aux réalités, c'est-à-dire aux besoins, il faut définir les besoins du monde en fonction des échanges scientifiques aussi. Messieurs les journalistes, il faut définir les contextes. Chez nous, on n'a pas défini les contextes de manière sincèrement scientifique. Les contextes. Des contextes où on pouvait introduire les LMD là, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les contextes nécessitent l'adaptation. Chez nous, on n'a pas défini les vrais contextes d'adaptation. Pour preuve, messieurs les journalistes, aucune université, je dis bien aucune. Le système est tellement généralisé que aucune université n'a des ateliers, n'est prêt. Les enseignants qui sont en grève là, ils ne sont même pas préparés pour ça. Les assistants chefs de travaux, ils ne savent pas comment ils vont s'y prendre. Cette impréparation a déjà annoncé l'échec de ce système. Mais bon, le président de la République a eu un cœur, il a développé un cœur d'un père compatissant. Il dit, commencez d'abord par la première année et vous remontez. C'est une sage conseil du chef de l'État. Oui, mais ça n'a pas été planifié, messieurs. Or, nous sommes dans une situation qui nécessite l'amélioration. Il faut qu'on améliore. Pourquoi on doit améliorer? On doit améliorer tout simplement parce que le monde a évolué sur le plan technologique. Ouais, très important. On doit s'adapter. Les échanges commerciaux. Exactement. Les approches diplomatiques. Le monde avec le globalisme, l'universalisme aujourd'hui, le monde est devenu, comme ils aiment appeler, un village planétaire. Il n'y a plus de frontières sur le plan électronique. Donc, en fait, tout s'échange à la seconde, à la minute, à travers le monde. Donc, on doit s'adapter. Mais de quelle manière? On doit s'adapter, mon frère journaliste, de quelle manière? C'est comme ça que moi j'ai dit que je prédisais tout simplement parce que les éléments fondamentaux de la planification n'étaient pas définis. Les experts n'étaient pas associés. Et cela a plongé les pays dans ce que l'on voit. Moi, quand vous parlez de grève, mais la grève n'est qu'un arbre qui cache la vraie forêt scientifique. Yeah. Je vous dis, la grève que vous voyez là cache beaucoup de choses. Derrière cette grève, messieurs les journalistes, je vous dis, il cache le manque de préparation. Les universités, peut-être, ne sont pas prêts. Je vais vous surprendre. En Europe... Je m'excuse. Est-ce que concernant les grèves, ces grèves à répétition, en fait, qui trompe qui? C'est peut-être vous, les scientifiques, qui mettez la barre très haute, ou ce sont les politiciens qui veulent aussi peut-être vous étouffer, vous nuire, ou ils ont peut-être peur, parce que les intellectuels, sous d'autres cieux, sont traqués, à l'instar des pays de l'Est à l'époque, sont vraiment traqués, ils sont muselés. Est-ce que qui trompe qui dans cette histoire? On se met sur la table de négociation. On veut trouver des pistes de solution. Un mois après, nous retournons dans les grèves. Il y a un problème. Oui, en réalité, sur le plan professionnel, je vous dis, je suis licencié en psychologie du travail. Formation et emploi, c'est nous. Donc là, je suis comme un poisson dans l'eau. Laissez-moi vous dire, selon les législateurs, un travailleur a parmi ses moyens de faire pression à son employeur. Les professeurs d'université ont comme employeur l'État congolais. Ils utilisent les événements de grève pour faire pression à leur employeur de manière à réclamer les renforcements des encouragements en termes de motivation, en termes de rémunération salariale. Donc, et cela ne peut pas empêcher le fonctionnement de l'entreprise ou de la société.
Vous comprenez, messieurs les journalistes? Mais il y a un autre élément qui vient s'ajouter dans ça, c'est-à-dire que l'impréparation. Les professeurs d'université n'ont pas été préparés par rapport à l'introduction du nouveau système LMD. Les chefs de travaux assistants n'ont pas été préparés. Et la préparation, ça peut prendre combien de temps? À peu près une année, 2 ans? Non, 10 ans? Rassurez-vous, messieurs les journalistes, la préparation, c'est-à-dire le passage de l'ancien système classique, traditionnel, au nouveau système dit licence, maîtrise et doctorat, alias LMD, le passage nécessite un temps raisonnable. Moi, je propose 2 ans, 3 ans. À l'excès, 3 ans. Ça, c'est le minimum. Minimum. Maximum 5 ans. Donc, pour bien s'approprier. Pour bien s'approprier, on doit prendre au maximum 5 ans. En termes d'infrastructure, est-ce que nous devons innover ou nous allons garder? Exactement, c'est-à-dire en termes d'infrastructure, il faut construire des bâtiments, construire des bâtiments avec des salles appropriées à la formation, équipés par des matériels ou des machines pour les exercices pratiques pour les étudiants, parce que nous avons basculé dans un nouveau système qui pratiquement c'est de la formation professionnelle. Et là c'est différent. Alors, messieurs les journalistes, ces passages chez nous dans notre pays n'a pas été organisé, n'a pas été planifié. Donc on s'est jeté comme quelqu'un qui est trop sale, il lui dit bon, je vais me laver dans la piscine et il se plonge. C'est comme ça qu'on se retrouve dans cette situation. Mais au moins, il faut quand même reconnaître que le Congo a besoin des améliorations. On a besoin des améliorations. Je disais quelque part que je voulais vous donner une information comme quoi le système LMD n'est pas applicable dans toutes les universités et dans toutes les facultés. S'il vous plaît. Là, c'est encore une difficulté. Messieurs, c'est un système qui devrait en fait on devrait d'abord essayer avec des écoles supérieures des métiers. Je vous donne un exemple. On devrait essayer ce système sérieusement avec, par exemple, ISPT Gombe. Là, c'est en phase expérimentale. ISA. Des projets pilotes, par exemple. Oui, des écoles techniques avec des projets pilotes. INPP, je crois aussi. L'INPP, lui, c'est sa nature. Hein. Ils sont déjà dans la chose. Oui, non. Et d'ailleurs, ce sont les experts dans la matière. L'INPP est là et ils ne sont pas concernés. Ok, merci. C'est-à-dire que c'est l'INPP qui devrait en fait former tous ces professeurs d'université. Ah, là, c'est la particularité, au fait. En réalité, la pratique, la mise en œuvre du système LMD, messieurs, ce sont les formateurs, les maîtres formateurs en pédagogie de l'INPP qui devraient en réalité former tous les professeurs d'université. Parce que là, les professeurs d'université à ce stade-là, ils allaient certainement souffrir des complexes de supériorité scientifique. Moi, je suis docteur. Voilà. Docteur. Comprenez? Être formé par un licencié, un ingénieur licencié, lui s'est dit être encore... Non, écoutez, messieurs, mais parce que vous avez accepté ce système. Or, ce système a ses méthodes et techniques qu'on appropriées. Les syllabus, là, ce ne sont plus les syllabus, là, ça prend la forme de ce qu'on appelle notices techniques, les référentiels. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus venir avec les syllabus de 250 pages, avec des français kilométriques théoriques. Il faut être précis. Il faut être court, précis. C'est-à-dire, on vous dit, quand vous exercez cette tâche, quelles sont les activités que vous allez faire en exerçant la tâche? Vous dites, je vais faire 1, ça, 2, ça, 3, ça, et ainsi de suite. Vous comprenez? Avec précision. Et les professeurs docteurs, ils sont habitués, très mal habitués avec des français kilométriques. Je suis docteur. Oui, monsieur le professeur, monsieur le docteur. Comme l'a dit Feu, mais les choses ont changé. Le général Maël est le pays des docteurs. Il aimait bien. Oui, mais écoutez, monsieur le docteur scientifique, doyen, écoutez, j'aimerais bien tous les respects. Mais les choses ont changé.
vous avez accepté par le biais du ministre de l'ESU, vous avez accepté l'introduction du nouveau système LMD. Or, vous vous appuyez sur la méthode qu'on appelle approche par compétence, APC. Or, l'approche par compétence a sa manière de concevoir ou d'élaborer les programmes de formation. Mais chez nous, en RDC, l'institution qui peut former tout le monde dans cette méthodologie s'appelle l'INPP, l'Institut national de préparation professionnelle. Chez des travaux, moi je voudrais un peu comprendre, vous avez l'habitude d'échanger par moment avec quelques partenaires, les Japonais, autres personnalités. Quel est le regard par rapport à ce système? Et ont-ils déjà fait des suggestions pour essayer d'améliorer? Quand vous échangez, comment est-ce qu'ils trouvent ce système? Oui, les partenaires nous disent les Congolais, nous sommes brutals. Nous sommes brutals. Ils nous ont conseillé la douceur dans l'action. Parce que quand on prépare, on a un cœur doux. Hein. Mais quand on se laisse, quand on se prépare pour lancer un projet de grande envergure qui bascule toute une république d'un système traditionnel à un nouveau système, ça demande de la douceur. Vous savez, la douceur pour les chrétiens, c'est un fruit de l'esprit, la douceur, la patience. Parmi les caractéristiques de l'esprit. Parmi les caractéristiques. Alors, et en psychologie, on ne s'éloigne pas de ça. Donc, ce qui manque, les Congolais sont trop brutals. Regardez. Les BIT, le Bureau international du travail, il propose le développement. Il parle de développement durable. Il parle du travail décent avec une rémunération acceptable. Le travail avec un salaire décent, voulais-je dire. C'est-à-dire qu'ils encouragent la productivité tout en tenant compte du développement de la technologie. Bon, n'oubliez pas, nous sommes en face de la concurrence internationale, du marché international. La main-d'œuvre. Nous sommes bien en concurrence. D'où chaque État-nation doit préparer sa population pour y faire face. C'est-à-dire préparer une main-d'œuvre. Vous savez que nous sommes un pays dont la majorité est jeune. Et dans la jeunesse, vous avez 60% de jeunes femmes qui malheureusement, eux aussi, ne comprennent rien. Ne comprennent rien. Statistiquement, ils sont majoritaires. Mais les femmes ne savent pas que statistiquement, ils sont majoritaires. Et en réalité, ils devraient réclamer qu'on leur forme, qu'on crée des écoles, qu'on renforce le système LMDC, ou le système de la formation professionnelle pour leur apprendre le métier, avec l'encadrement pour la création des AGR, activités génératrices de revenus. Mais les femmes sont en train de réclamer qu'on les nomme ministres comme les hommes. Il faut ça faire. La RDC est un pays de femmes. Je ne pense pas aujourd'hui. C'est à elle de se positionner. La journée d'aujourd'hui, messieurs les journalistes, ça doit être parmi les derniers jours du mois de la femme. Hein. Oui, ce n'est pas parmi le mois consacré à la femme. Vous avez quelque chose à dire face au mois de la femme? Depuis le 1er mars jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas satisfait du discours de la femme congolaise. C'est-à-dire? Merci, messieurs les journalistes. Tout simplement parce que la femme congolaise ne sait pas prendre conscience de ce que nous sommes un pays de femmes. Nous sommes un pays de femmes, c'est-à-dire un pays où la majorité de la population est féminine. Si vous développez, vous formez 65% d'ingénieurs licenciés femmes en RDC, tout en leur assurant l'incubateur, c'est-à-dire l'accompagnement à la création des petites et moyennes entreprises. Messieurs les journalistes, je vous rassure, si on accompagne les femmes dans ce sens-là, soyez rassurés que 5-10 ans après, la RDC aura une nouvelle classe moyenne économiquement qui serait gérée par les femmes, très intelligentes. Et le problème intervient à quel niveau? Vous voulez que la femme s'applique comment, qu'elle revendique comment ses droits? Les femmes devraient travailler, revendiquer, poser les problèmes, faire des émissions comme vous m'avez réussi ici, tout en démontrant l'importance de la formation professionnelle. La formation professionnelle adaptée à la femme. Parce que, sur le plan professionnel, messieurs les journalistes, mais il n'y a pas de différence de compétences entre l'homme et la femme. Mais cette différence auquel les femmes se battent, ils se battent pourquoi?
Parce que la différence entre l'homme et la femme est au niveau biologique et physiologique. Ok. Donc, sur le plan professionnel, regardez même vous dans votre chaîne, n'avez-vous pas de journalistes femmes? Si, nous avons des collègues avec une... Est-ce qu'ils ne sont pas intelligentes? Ils ne font Très pas intelligentes. Et alors? Mais quelle est cette guerre de réclamations que les femmes réclament? Le vrai problème, messieurs les journalistes, c'est au niveau du pourcentage. Nous sommes un pays de femmes. La RDC est un pays à majorité féminine. Un problème de quota, vous voulez dire? Même pas les quotas. C'est-à-dire que si les femmes, si on arrivait, par exemple, sur 1000 étudiants, on arrive, la RDC arrive à avoir 650 étudiantes, alors étudiantes, filles ou femmes, contre 350 étudiants, garçons ou hommes. Comprenez que, sur le plan statistique, on aura un pays avec des intellectuels à majorité féminine. C'est ça le débat. Le débat est scientifique et statistique. Le débat n'est pas professionnel. Parce que sur le plan biologique, l'homme, c'est vrai que le terme est homme. Le mot homme est une variable dichotomique. Dichotomie, ça dit deux. Dans l'homme, on trouve l'homme femme, féminin, et l'homme masculin. Le sexe masculin. Mais sur le plan professionnel, il n'y a pas de différence. Tout ce que l'homme fait, l'homme masculin, voulais-je dire, fait, l'homme féminin est capable de le faire aussi. Donc, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de guerre. Regardez, en RDC, je vous rappelle, nous quand on était enfants ici, on connaissait Maman Ekila Lyonda, Maman Kondifa. Là, je vous rappelle, nous quand on était enfants, on connaissait Maman Kohimafuta, gouverneur. On connaissait Maman Zouzi Wambombo. Attention, mais ce ne sont pas n'importe quelle femme. Hein. C'était des femmes. Et aujourd'hui, les descendants, les enfants filles de ces mamans-là, que j'ai cité les noms, ils vont évoquer quoi? Ils vont dire quoi dans ces pays-ci? Par contre, laissez ce débat aux femmes musulmanes, ouest-africaines, où ils connaissent le phénomène de l'incision. Il y a un vrai débat sur ce problème. Là où il y a débat. D'ailleurs, en passant, parmi les femmes qui ont soulevé ce problème, c'était les femmes ouest-africaines et les femmes musulmanes. Parce qu'à cette époque-là, chez eux, il n'y en avait pas. Mais chez nous, vers les années 80, quand en Angleterre, on pouvait parler de Madame Margaret Thatcher, la femme de fer. Mais chez nous, ici, on avait Maman Kondifa, Maman Ekila Lyonda, Maman Sokifwani Yenga, les Mamans Kohimafuta, les mamans Zouzi Kateri, on parlait d'ici. À cette époque-là, oh là là, cette époque-là. Donc pour vous, la vision a un peu régressé. C'est-à-dire que les femmes congolaises devraient adapter leur lutte. S'inspirer de leur maman aînée là. Vous comprenez que même dans ces débats, les Congolaises ne savent pas adapter les choses. Vous comprenez? Donc on a un problème sérieux d'adaptation. Et c'est comme ça que je vous ai dit, je ne suis pas satisfait parce que les discours, même des femmes politiques congolaises, dans cette matière, d'abord, moi je suis politique, tu es en train de travailler quelque part, mais tu vas réclamer quoi? Tu es député, sénatrice, ministre. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes et ministres qui continuent à réclamer dans la RDC un pays c'est fort réclamé. Nous sommes un pays de femmes. Pourquoi? Parce que la RDC est à majorité féminine sur le plan statistique. Mais les femmes congolaises, dans leur discours de ces histoires de moi de la femme ici, ils n'ont pas été très bien coachés. Et je ne suis pas satisfait. Et apparemment, c'est le même discours qui prend de l'ampleur chaque année. C'est comme ça que c'est un peu la routine. C'est comme si nous revenons pratiquement. Mais c'est les journalistes, voilà pourquoi. Je salue avec tout le respect votre émission. Merci beaucoup. C'est comme ça que les mamans, tous ceux qui suivent cette émission, devraient nous écouter. Nous sommes un pays de femmes. Les mamans là devraient nous écouter. Ils devraient adapter leur lutte par rapport à notre réalité. Notre réalité sur le plan culturel, on n'a pas de problème des femmes et des hommes. Sur le plan culturel, on n'a pas ces problèmes chez nous. Mais sur le plan statistique et scientifique, c'est là où il y a un problème. Parce que les femmes sont majoritaires. C'est là où les femmes devraient orienter leur débat, malheureusement. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci pour la confiance. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Mais nous tournons pratiquement vers la fin. Il nous reste quelques minutes. Le temps de prendre la dernière question. L'invité de ce soir n'est autre que le chef des travaux, M. Tobi Mwaza,
Il est chercheur et psychologue. Nous sommes en train de réfléchir sur les avancées au niveau de l'enseignement supérieur. Nous avons ouvert la brèche sur le mois de la femme. Comment est-ce qu'il faut mener le combat? Vous avez suivi ces réponses. Monsieur Toubi Mwanza, à l'époque, nous avons ici, dans le domaine de l'enseignement, les Haïtiens, je crois qu'il y avait des Belges, des Français, des conseillers techniques qui travaillaient même au niveau de l'EPST à l'époque pour essayer d'encadrer, d'apporter leurs idées. Est-ce qu'au vu du chaos, il faut qu'on se le dise, que nous trouvons actuellement, y a-t-il pas moyen de faire appel à quelques techniciens dans le domaine éducationnel pour nous donner des orientations, mais tout en restant dans la vision culturelle de la RDC? Merci, messieurs les journalistes. Ce n'est pas impossible, mais voici la réalité. Les Chinois, quand ils ont compris qu'il était faible, ils ont envoyé leurs enfants pour aller apprendre ailleurs. Et leurs enfants sont rentrés au pays, ils se sont concentrés et ils ont travaillé. Voilà pourquoi la Chine est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. La RDC ne peut pas échapper à cette règle d'or, à cette stratégie d'or. C'est-à-dire que, souvenez-vous, en 1964, après que la catégorie que vous venez de citer là est partie, je crois, entre Mobutu Kasavu voulait a signé l'ordonnance portant la création de l'INPP. Okay. Avec l'intention de remplacer tous ces experts. Aujourd'hui, en 2022, 21e siècle, la RDC a beaucoup d'expertise. Il y a des enfants congolais. Dans beaucoup de domaines. Dans tous les domaines, je vous dis. Partout. Mais malheureusement, nous connaissons la fuite des cerveaux. Mais c'est question de développer une politique maison, comme la Chine l'avait fait. On se concentre par rapport à notre réalité. Donc tout doit se faire par rapport à notre réalité. Mais il y a aussi des domaines où on peut faire appel aux partenaires. Et regardez aujourd'hui, on appelle partenaires techniques et financiers. C'est-à-dire, avec les partenaires techniques et financiers, ils peuvent vous apporter ils peuvent venir partager avec vous leurs expériences. Très important. Bon, comme nous sommes comme les Cubains, par exemple, aussi. Comme les Cubains en médecine. En médecine. Comme les Japonais dans les domaines techniques. En technique, voilà. Regardez. C'est important. Vous voyez ce que font les Japonais. La marque Toyota, la marque Nissan et autres. Ce sont les marques japonaises. C'est comme ça que les Japonais se sont déployés à travers le monde pour assurer, pour garantir leur marché, le marché de leur production. Leur intérêt aussi. Voilà pourquoi ils amènent toutes les formes de formation et consorts. Mais la RDC, nous là, les pays pauvres, on doit quand même copier, non? On voit ce que les Japonais font, on voit ce que les Anglais, Canadiens, Français font. On copie, on adapte ça à notre réalité. Laissez-moi vous donner un exemple. La BIT vient nous apprendre une méthode qu'ils appellent la méthodologie TRI, une méthode basée sur le développement économique des communautés rurales défavorisées, tout en intégrant la donne chef coutumier. C'est-à-dire, avant de tout faire, il faut avant de tout faire, il faut associer les chefs coutumiers, chefs de terre, en milieu rural, pour qu'ils puissent aussi apprendre le métier. Ça, c'est les politiques qui doivent le faire, en fait. Mais je vous dis, mais chez nous, le ministre du Travail est là, je ne sais pas ce qu'il fait là, le gouvernement est là dans ces histoires, mais je me pose la question, pourquoi? Ils font quoi là, ces gens-là? Je crois que ce sont les questions que nous allons essayer de répondre aussi prochainement, parce qu'on court derrière le temps. On me dit que nous sommes pratiquement à la fin. Un peu de mots. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a de l'espoir. Évidemment. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'espoir au développement, à l'éducation également, vient de ce qu'on entend. Alors j'ai dit, ce qu'on entend des experts. Et Toubi Mwanza qui parle, là c'est un expert. Et pourquoi les Congolais doivent fermer les yeux? Pourquoi les Congolais, les gouvernements les regardent comme si on ne les voit pas? Vous avez dit quelque chose. Les gens qui regardent votre émission, quand ils vont voir Toubi Mwanza, ils me regarderont comme s'ils ne me voyaient pas. Mais ils regardent au moins votre émission. Et vous avez demandé un débat si possible. Ça, ce sont les choses à retenir. Vraiment, en tout cas, messieurs les journalistes, merci pour le rappel. Débat, voilà. Je vous dis, messieurs les journalistes, Toubi Mwanza, c'est un licencié en psychologie du travail. Formation et emploi, création de l'emploi en RDC. Psychologue cherché dans cette matière. Tout ce qui se passe actuellement dans ce domaine-là, je suis expert dans cette matière. Voilà pourquoi. Bon, c'est lui qui vient d'être à cette table, dans ce studio. Waouh!
Vous avez dit qu'il soit costaud. Vous avez dit que les scientifiques puissent éclairer les politiques et non les politiques. Ah, mais non, chez nous. Vous avez insisté sur ça. Oui, j'ai insisté. C'est la science est la lumière de l'esprit politique. Hein. Mais malheureusement, je crains qu'on mette la science sous la table. La science est sous les lits. Merci à vous, chef des travaux, Toubi Mwanza. Je crois que ce n'est pas la dernière fois, vous avez remarqué que nous avons beaucoup de choses à dire. Nous allons aller palier par palier pour essayer d'apporter nos pistes de solutions. Merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. Merci à toi, Freddy Takidi, à la réalisation. Merci à toi, Gaëtan. Merci à tous les internautes. Je dis grand merci à toi, Michael Sassa Balobi, Londres, Zalamaboronayo. Merci pour la confiance. Je suis sûr que bientôt nous allons nous voir, toujours dans le cadre de l'émission Ecopole. Je vous dis, prenez bien soin de vous. La rediffusion, c'est le jeudi à 11h, toujours sur la même chaîne, la télé-vérité. Allez, bye bye.